Mesdames, Messieurs, bonsoir, le 20h, voici les titres. Le président Macky Sall plaide pour une meilleure prise en compte des collectivités territoriales dans la gestion de la sécurité, plaidoyer qu'il va porter à la demande des maires et des élus locaux de la sous-région en conclave à Dakar. En construction à Casablanca, la charpente du centre de maintenance aéronautique de l'AIBD sera bientôt livrée. Elle est conçue pour un hangar de 1000 m² haut de 33 mètres pour accueillir les plus grands aéronefs. Le directeur général de l'AIBD était chez le fabricant, le Marocain Inter Tridim. Honneur aux meilleurs, les meilleurs élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis. Une cérémonie a été organisée en leur honneur par l'établissement qui affiche un taux de réussite de 100% au bac et au BFM 2023. Bienvenue à tous. Plaidoyer pour une prise en compte des territoires dans la gestion de la crise sécuritaire. Les maires et membres des pouvoirs locaux de l'UEMOA ont demandé au chef de l'État d'être leur avocat auprès de ses pairs. Une demande acceptée par le chef de l'État qui a également fait un don au Fonds de solidarité intercommunautaire au Marning. En initiant ce colloque, les maires de l'UEMOA ont voulu jouer leur partition, démarche d'autant plus plausible que la situation impacte avant tout les communes. Nous, maires et autorités membres des associations de pouvoirs locaux des pays de l'UEMOA et du Royaume du Maroc, considérant au demeurant la vision de son Excellence, M. Macky Sall, pour le développement de nos pays et son leadership au plan africain et sur l'échiquier mondial, en atteste la place importante qu'il occupe dans la recherche de solutions à la crise russo-ukrainienne. Constatons la persistance des difficultés existentielles que connaissent la majorité des populations des communes fragilisées du Sahel. Demandons vivement et solennellement à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, président du comité du haut niveau sur les chantiers de paix et de sécurité de l'UEMOA, d'être le porte-parole des autorités locales auprès de ses pairs. Au-delà du prix qu'il attache à la sécurité, c'est un chef d'État qui connaît bien la fonction. Le colloque doit donc pouvoir compter sur lui. Ancien maire de Fatick pour une dizaine d'années, je sais combien, mesdames et messieurs les maires et élus territoriaux, votre rôle primordial dans la gouvernance territoriale et la prise en charge des préoccupations et aspirations est importante. Votre présence à cette importante rencontre illustre notre solidarité à toute épreuve et notre responsabilité commune face aux défis économiques, sociaux, dans une dynamique de préservation préalable, de paix, de sécurité, mais aussi de stabilité dans nos différents pays. Et je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires. Les maires de l'UEMOA reçoivent donc un soutien de taille, celui du président Macky Sall, qui est à la tête du chantier paix et sécurité de l'Union. Je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires. Il ne peut pas y avoir de développement national s'il n'y a pas de développement territorial. Il est vrai que la sécurité est un domaine hautement souverain, qui n'est pas une compétence transférée. Mais le rôle des collectivités territoriales reste un rôle majeur, puisque c'est sur vos territoires que se pose le problème de sécurité. Ne serait-ce que sur l'aspect renseignement, qui est un préalable essentiel à la sécurité, les collectivités pourraient être amplement mobilisées et impliquées. Bien entendu, il faut aussi qu'il y ait des échanges d'informations entre les maires et les instances nationales et sous-régionales, puisque dans la note, j'ai vu que vous avez déploré beaucoup de choses, mais qui sont par ailleurs déjà prises en compte par les politiques de l'UEMOA, notamment sur le volet du chantier paix et sécurité. L'UEMOA a déjà développé le concept des postes juxtaposés au niveau frontalier
pour pouvoir davantage filtrer et partager les informations sur le passage au niveau de nos différentes frontières. Et je viens de remettre, sans protocole particulier, votre demande de plaidoyer auprès de mes pairs à Madame la représentante résidente de l'UEMOA, et vous pouvez être sûr que dès aujourd'hui ou lundi au plus tard, ce dossier sera sur la table du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Mohamed Bazoum. Et je sais qu'il fera ce qu'il faut avec les collègues pour que les collectivités territoriales soient mieux prises en charge et mieux prises en compte dans la gestion de la sécurité. Des motions de remerciement au président Macky Sall ont été lues par les maires impactés. Mais c'est surtout des Africains impressionnés qui se sont adressés au chef de l'État. De l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, l'immensité de vos réalisations en infrastructure nous donne l'impression d'atterrir à Dubaï. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci pour l'amour que vous portez pour le Sénégal et pour l'Afrique. La gestion de la sécurité, c'est aussi des territoires viables et compétitifs. L'acte 3 de la décentralisation en est un parfait exemple. Aussi, le chef de l'État était revenu sur l'esprit de cette réforme lors de la rencontre des maires de l'UEMOA. Voici le président Macky Sall. Ça a été une refondation de l'État de proximité et de son action par la territorialisation des politiques publiques. Toutes les politiques publiques sont territorialisées maintenant, avec aussi l'érection du département. C'est la première fois que le département devient une collectivité territoriale, donc à travers le conseil départemental. Et la suppression en 2013 du conseil régional. Une fois les départements installés, ce qui a été fait depuis 2013, l'étape ultime sera de créer des pôles territoires qui sont des régions territorialement parlant, plus vastes que les régions administratives. Ça, c'est l'étape à suivre. Mais nous avons aussi, à l'occasion de cette réforme, pour la dignité des collectivités, supprimé la communauté rurale, qui était quelque part dépassée, et même péjorative, puisqu'il y avait des présidents de conseil rural qui n'avaient pas le statut de maire, des communautés rurales qui n'avaient pas le statut de communes, qui étaient limitées dans leurs compétences et même dans leurs prétentions. Donc j'ai fait supprimer cette communauté rurale pour faire la communalisation universelle, intégrale. Et en même temps, on a supprimé les communes d'arrondissement, qui étaient des démembrements un peu de la ville. La ville, aujourd'hui, est une collectivité, mais constituée de communes de plein exercice. Donc, elle a simplement une coordination et elle a des compétences particulières. Donc voilà l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation qui nécessite un approfondissement, bien sûr, puisque tous les jours, nous devons faire en sorte que les collectivités soient viables par les moyens qui leur sont affectés, mais aussi par les politiques que les États doivent transférer progressivement. Et nous savons qu'il y a toujours des blocages, parce que le niveau central ne veut pas toujours lâcher le bébé. Il pense toujours que les communes sont encore de petites organisations, alors que dans la plupart aujourd'hui des collectivités, les maires sont mieux formés que même des représentants de l'État. C'est la réalité aujourd'hui. Donc les choses ont évolué. Il faut qu'on accepte que les transferts de compétences accompagnés des transferts de moyens, parce que transférer des compétences sans transférer les moyens, ce n'est pas véritablement donner à la décentralisation des pouvoirs. Et c'était le président Macky Sall qui a aussi présidé la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants d'excellence universitaire africaine en sa qualité de parrain de la promotion 2023. Un choix inspiré par son parcours d'homme d'État. Et en félicitant les récipiendaires, le président Macky Sall les a invités à promouvoir l'éthique du travail et de la responsabilité au Marning.
C'est un grand honneur pour les diplômés de l'excellence universitaire africaine. Non seulement leur promotion porte le nom du président Macky Sall, mais ils ont eu le privilège de recevoir leur parchemin des mains de l'illustre parrain. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers d'appartenir à la promotion Macky Sall. Excellence, Monsieur le Président, votre parcours réussi, vos réalisations à la tête du Sénégal et votre image sur la scène internationale inscriront, en n'en point douter, votre nom en lettres d'or dans les annales de la postérité. Vous êtes la promotion Macky Sall et cette promotion, ce nom, doit vous donner, de vous obliger à mettre en valeur 3 mots-clés pour les années qui viennent. Le premier mot-clé, c'est celui de la compétence. Après, le mot engagement. Et enfin, et Christian en a déjà parlé, mais je le compléterai, le mot de la vision et de la vision internationale. Le président Macky Sall a commencé par des études extrêmement sérieuses, solides, scientifiques, qui étaient à l'Institut des sciences de la Terre, puis après à l'IFP, à l'ENSPM, mais c'est dans une approche scientifique du monde qu'il a créé, au fond, une sorte de rigueur intellectuelle qu'il faut que vous ayez. Le deuxième aspect, le deuxième mot, c'est celui d'engagement. Et je dois dire que votre promotion sera en réalité marquée par cet engagement politique du président Macky Sall. 2 élections gagnées de manière magistrale comme président de la République, en 2012 et en 2019. Et elle est en réalité internationale, et vous allez voir pourquoi j'en parle, mais Christian en a déjà parlé. Et je pense qu'il est rare dans l'existence d'avoir assisté à la transformation d'une vision du monde qui est une vision du monde du passé, qui avait ses mérites, à une vision du monde qui est celle de l'avenir. Le président Macky Sall a en réalité déterminé les contours de ce que pourrait être la croissance africaine dans les décennies qui viennent. Accepter de parrainer cette promotion, c'est pour le chef de l'État donner la preuve de l'importance qu'il accorde à l'éducation et à la formation des jeunes. Chères lauréates, chers lauréats, en vous adressant mes chaleureuses félicitations, je devine votre fierté et celle de vos parents de voir votre dur labeur aujourd'hui récompensé. Tous mes vœux de succès vous accompagnent pour le reste de votre parcours. Souvenez-vous toujours que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais une présomption de compétence. Une présomption de compétence qui offre au titulaire la possibilité de tester ses connaissances à l'épreuve de la vie professionnelle. Au-delà des encouragements et félicitations, les récipiendaires reçoivent des leçons. L'éthique du travail et de la responsabilité. L'éthique du travail et de la responsabilité suppose d'abord que l'exercice de toute activité professionnelle puisse allier le savoir, le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être, la tenue et la retenue. Seul le travail donne vie à l'ambition. Ce faisant, le devoir de solidarité intergénérationnelle nous oblige également à transmettre l'éthique du travail à nos enfants, en leur enseignant les valeurs de l'effort. Valeurs de l'effort. Le Sénégal, on dit « Khalis ken du ko liggéey dañ koy lijjanti ». Ça, c'est catastrophique. Faire croire que la richesse n'est pas le fruit de l'effort, mais juste de micmac, n'est pas une valeur qu'il faut promouvoir. Le deuxième volet de la réflexion à laquelle je vous convie porte sur l'éthique de responsabilité. De nos jours, l'éthique de responsabilité se pose avec autant, sinon plus d'acuité que l'éthique du travail. À cause de la volonté ou de la course effrénée vers la notoriété,
l'explosion des réseaux sociaux. Nous devons, à travers la protection de l'ordre public et de la vie privée, la question de l'ordre public dans nos États, dans nos espaces, exige que l'exercice de toute responsabilité soit encadré par les lois et règlements qui s'y attachent. C'est un impératif minimum de la vie en société. Il en est ainsi de l'activité professionnelle régie par les règles de la déontologie. Ça, c'est extrêmement important pour les experts comptables. Les règles de la déontologie, du secret professionnel et de l'obligation de réserve. Salve d'applaudissements, manifestation d'une fierté accompagnée de l'hymne de la jeunesse. Un public enthousiaste qui rend hommage au président de la République, Macky Sall. Le président Macky Sall, parrain de la promotion 2023 d'excellence universitaire africaine. Le Prytanée militaire de Saint-Louis fête l'excellence. Les meilleurs élèves du PMS ont été récompensés. Une cérémonie tenue après le carton plein de l'établissement au bac et au BFM. La cérémonie de remise des prix a été présidée par le ministre des Forces armées. Le reportage de Abdouad. Des prix pour récompenser l'excellence. Cette année, ils sont 250 élèves du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis à se distinguer par leur performance scolaire. Plus qu'un simple rituel, inscrit au calendrier des activités majeures des armées, la cérémonie de distribution des prix au Prytanée militaire de Saint-Louis a toujours été un événement empreint de beaucoup de solennité, car elle célèbre l'excellence. C'est donc avec un immense plaisir que je prends part à cette importante activité pour rendre un hommage mérité à l'encadrement militaire, aux professeurs, au personnel civil et aux enfants de troupe pour les performances enregistrées au cours de l'année scolaire 2022-2023. L'année scolaire 2022-2023 a vu les élèves du Prytanée militaire briller dans les salles d'examen. Au BFM comme au baccalauréat, l'école a réussi un sans faute avec tous ses candidats admis dès le premier tour pour la deuxième année consécutive. Elle compte également 6 lauréats au concours général. C'est une très grande joie parce que c'est le fruit de plusieurs mois de travail. On travaille sans relâche, voilà, ça a été récompensé. Le matin, on fait des cours, le soir, on fait des cours. Et la nuit, on fait des études encadrées. Un travail rigoureux qui porte ses fruits, mais pour ces enfants de troupe, rien n'est encore acquis. Le plus dur reste à faire, parce qu'en ce moment je suis en première, il me reste le bac l'année prochaine, le concours général encore, les concours et tout. Donc ces prix ne représentent que les résultats de cette année, mais l'année prochaine il va falloir plus travailler. Le thème de cette année s'intéresse à la place du système éducatif sénégalais dans l'intégration africaine, un thème qui met en lumière la dimension panafricaine de l'école sénégalaise, bien illustrée par le Prytanée militaire. Chers enfants de tout, depuis sa création en 1923, le Prytanée militaire de Saint-Louis a formé près de 6000 enfants de troupe, dont le tiers est issu des 15 pays africains. La participation à la célébration du centenaire de forte délégation d'anciens enfants de troupes étrangers montre à suffisance la dimension africaine du Prytanée. Le ministre Sidiki Kaba a inauguré la nouvelle salle informatique de l'établissement, mais également une autre destinée à la formation en conduite automobile baptisée Serigne Mbaye Thiam, ancien enfant de troupe. 2 outils qui s'ajoutent à la palette du Prytanée militaire dans la recherche de l'excellence. L'éducation financière apparaît aujourd'hui comme l'un des piliers du développement de l'inclusion financière. Pour instruire toutes les couches sociales, l'Observatoire de la qualité des services financiers a organisé un atelier technique sur l'élaboration du programme national d'éducation financière. Fatimata Banelbar. La problématique de l'éducation financière au cœur des réflexions de l'État du Sénégal et de ses démembrements. D'ailleurs, un programme national d'éducation financière est en cours d'élaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. Pourquoi? Quelle est la nécessité d'éduquer financièrement les populations? C'est d'abord pour promouvoir l'inclusion financière, mais en plus pour la protection des populations et des usagers des services financiers.
dans ce cadre, nous avons au sein de l'Observatoire un dispositif de médiation, ça c'est en aval, mais en amont. Nous essayons de faire comprendre à travers nos rassemblements publics d'information et à travers nos sessions de formation aux populations du Sénégal l'intérêt d'aller travailler, d'avoir un compte bancaire, d'avoir le réflexe d'aller prendre une police d'assurance, uniquement pour en saisir les opportunités. L'éducation financière requiert une formation de base, comme vous le savez, d'où la présence du ministère de l'Éducation nationale. Mais au-delà de l'espace scolaire et académique, il faudra aussi une éducation financière au niveau des populations, d'une manière générale, et surtout de certaines cibles. Et on l'a dit tout à l'heure, et ça vient de la Banque mondiale, plus de 50% de la population n'a pas une éducation de base en matière de finances. Donc ceci est très préoccupant. Et au-delà maintenant de ces populations, des cibles, il faut aussi toucher les petites et moyennes entreprises. Loin d'être une promotion des produits et services, l'éducation financière est une sensibilisation des populations sur la valeur de l'argent. C'est pourquoi les jeunes doivent être impliqués dès le bas âge. C'est le secteur de l'éducation qui est convié. Et c'est fondamental. Entrer dans l'école, qui est une micro-société, c'est entrer dans toutes les familles. Et aujourd'hui, commencer par le préscolaire, c'est-à-dire les tout petits, pour passer par l'élémentaire, le moyen secondaire, toucher l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, c'est vraiment une excellente entrée au sens où, à travers ce dossier important, ce qui est recherché, c'est la réduction de la vulnérabilité, offrir aux populations la possibilité de recouvrer cette dignité au sens où on les amène à comprendre le système. Les acteurs présents à cet atelier, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, s'engagent à ne ménager aucun effort pour la synergie des interventions, gage d'un système éducatif efficient. La charpente du centre de maintenance aéronautique de l'aéroport international Blaise Diagne prend forme à Casablanca. Elle sera bientôt livrée. Le directeur général de l'AIBD a rencontré le fabricant. Il s'agit du Marocain Intertridim, spécialisé dans la construction métallique. Envoyés spéciaux à Casablanca, Daouda Ndiaye et Awa Ndiaye. Le centre de maintenance aéronautique sera un haut lieu d'entretien. La charpente métallique de l'infrastructure est fabriquée à Casablanca. Élément principal dans la stratégie du hub aérien, le centre de maintenance aéronautique de l'aéroport international Blaise Diagne va prendre en charge les besoins de la flotte de la compagnie Air Sénégal et ceux de toutes les compagnies aériennes qui utilisent la flotte de la famille A320. Des ateliers annexes seront aussi construits pour l'entretien des avions A330, A350, B777, B737. Je pense que ce centre de maintenance va renforcer surtout la performance de notre compagnie aérienne Air Sénégal, mais également va générer beaucoup d'emplois. Et je pense que ça s'est traduire en acte de la vision de son excellence, le président Macky Sall, a renforcé notre poumon économique, donné une bonne performance de notre compagnie aérienne. Je pense que ce centre de maintenance aéronautique va renforcer la capacité financière de Air Sénégal, mais également nous donnera beaucoup plus d'opportunités de créer des emplois. Donc on a fait une première livraison il y a voire un mois et demi. Deuxième livraison, elle a été faite aux alentours des fêtes. Donc la cadence, elle suit. L'enchaînement aussi, il suit. Et là, on est en train de charger aussi d'autres livraisons qui vont partir cette semaine. Ce hangar aura une hauteur finie de 33 mètres avec 100 x 100 mètres, donc une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Et il y aura des ateliers. À peu près une quinzaine d'ateliers sont prévus dans ce centre de maintenance avec les différents types de maintenance allant jusqu'à la check C. L'usine d'Intertridim est chargée de réaliser le hangar, les ateliers ainsi que les bureaux administratifs. Intertridim, c'est aussi un centre de formation des techniciens et des ingénieurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir et d'accueillir l'équipe AIBD chez Technicacier, qui est une société sœur
qui fait partie du groupe, et une société complémentaire pour ce qu'on fait en termes de charpente métallique. Donc, tout ce qui est tôlerie en parachèvement se fait ici, chez Technique Acier. Donc, c'est une société qui est dotée de machines de très très haut niveau en termes de technologie de pointe, avec une qualité suivant les normes internationales. Et ça nous permet de libérer de l'espace pour avoir plus de production au niveau d'Intertredim. Et au fur des années, on a créé une synergie qui fait que c'est notre fournisseur principal en termes de tôlerie et de parachèvement de tôle. Donc tout ce qui est découpe de tôle et perçage de tôle. Les collaborateurs du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne ont constaté de visu les différentes unités de fabrication. Nous sommes au centre de découpe. Le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne a effectué cette visite au royaume chérifien pour évaluer l'état d'avancement de la production de la charpente métallique du centre de maintenance aéronautique. Tous ces éléments seront montés. Ils seront livrés à Dakar en septembre prochain. Étant donné que Dakar a une position géographique favorable, le centre de maintenance aéronautique fera de l'AIBD un carrefour dans le cadre du marché d'entretien des avions. Le Sénégal, déterminé à développer l'aquaculture, une nouvelle stratégie nationale pour le développement durable du secteur vient d'être élaborée sous la houlette de l'Agence nationale d'aquaculture, l'ANA. Un atelier de validation de cette stratégie a été organisé. Compte rendu Lamine Fall et Mama Moussagna. C'est désormais validé. La vision, les objectifs et les actions à venir du gouvernement du Sénégal en matière d'aquaculture pour les 10 prochaines années condensées dans un document stratégique pour le futur de la pêche sénégalaise, le troisième du genre depuis la création de l'Agence nationale d'aquaculture en 2006. La finalité de la stratégie, c'est d'atteindre l'ensemble de ces objectifs qui sont fixés. D'abord, 65 000 tonnes, 50 000 emplois, 107 000 tonnes d'alevins. Le potentiel aquacole est immense et les autorités politiques sénégalaises l'ont bien compris en répondant à un enjeu aujourd'hui considéré comme majeur. Dans la mesure où le Sénégal a élaboré une stratégie nationale de souveraineté alimentaire et sachant le rôle important de l'aquaculture, des produits halieutiques dans l'alimentation des Sénégalais qui tirent 70% de leurs besoins en protéines des produits halieutiques. Et aujourd'hui, donc, il est indispensable, si on veut continuer à fournir du poisson à cette population qui croît avec une croissance démographique de 2,5% par an, face à une capture de pêche stagnante ou nulle, il faut quand même poursuivre ce rythme de demande en poisson. Il faut développer l'aquaculture. L'aquaculture, une activité de production animale ou végétale en milieu aquatique, elle occupe une place de choix dans les politiques publiques. L'aquaculture fait partie des 27 points phares du PSE, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui accorde une importance particulière à ce secteur de l'aquaculture. Dans ce document, on a une phase intensive de travail sur les mois de juin jusqu'à maintenant, donc à peu près 2 mois. Et ça nous a permis de produire ce document d'à peu près 70 pages, qui est très complet, avec l'état des lieux, avec la stratégie et beaucoup d'éléments de plan d'action qui sont consignés dans ce document et qui normalement outillent l'acteur public pour la réalisation du développement de l'aquaculture. L'aquaculture, une alternative durable à la pêche de capture, cette stratégie reste un plan. Son succès viendra de la capacité de l'État du Sénégal ainsi que de tous les acteurs concernés à le matérialiser. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a tenu sa revue annuelle, occasion pour les acteurs de dresser un bilan des programmes. Ils ont en outre plaidé pour la mise en place d'une caisse autonome de protection sociale universelle, Pape Kolingom. La revue sectorielle de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est un rendez-vous annuel marqué par une évaluation des différents programmes. C'est également au moment pour faire des projections, pour renforcer les acquis
Dans le plan Sénégal émergent, nous avons vu que dans l'axe 2, la protection sociale est érigée en axe stratégique. Nous avons vu qu'il y a eu des acquis. Nous pouvons noter des programmes phares que le président de la République, Macky Sall, a mis en place, comme le programme national de bourse de sécurité familiale qui permet à 316 000 ménages de bénéficier d'une assistance, la couverture maladie universelle qui est actuellement qui a enrôlé plus de 52 000 individus à la couverture maladie universelle. Nous avons également plus de 70 000 personnes vivant avec un handicap qui détiennent la carte d'égalité des chances. Et parmi ces 70 000, il y a 25 600 qui ont été enrôlés au programme national de bourse de sécurité familiale. Il y a également plus de 600 000 qui bénéficient de l'avantage en matière de transport. Le Sénégal a pris l'option de faire de la protection sociale un mécanisme essentiel de réduction de la pauvreté et des inégalités, de résilience face aux chocs, de soutien à la croissance sur le long terme et un facteur de croissance inclusive valorisant le capital humain. L'analyse du rapport des performances a permis de constater des avancées, certes, mais il reste quelques défis à relever pour rendre beaucoup plus performant le secteur de la protection sociale, l'un des plus dynamiques en Afrique. Nous avons aussi relevé des défis. Les défis, c'est le renforcement du pilotage et de la coordination. Ça fait partie des défauts. Aussi, élargir les offres de prestations de services également, de protection sociale, c'est un défi. Également, avoir un financement pérenne. Il est fort heureux d'ailleurs que par un hasard du calendrier, encore hier au Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre pour demander à ce qu'il y ait une évaluation, mais aussi qu'on aille vers plus de cohérence, mais aussi qu'on aille vers un financement plus soutenu. Société civile, secteur privé, collectivité territoriale ou encore institutions de l'État, toutes les parties prenantes ont magnifié les efforts consentis et réitéré leur soutien à la délégation générale à la protection sociale. Cette semaine, pratiquement tous les départements du Sénégal se sont en tout cas retrouvés en réunion pour pouvoir augmenter le nombre effectivement de ces bénéficiaires. Moi, je suis maire de la commune de Belkhé. On avait 33 bénéficiaires, mais hier, on m'a annoncé que d'abord, on va augmenter 145 autres. Et ça, c'est important. Je crois que donc le travail abattu par la délégation générale est à saluer. La présente revue annuelle de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a permis aux différents acteurs et partenaires de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur et enclencher une nouvelle dynamique afin de faire de la protection sociale un mécanisme essentiel de réduction de la pauvreté et des inégalités. Gossas, un département qui se veut émergent, des projets y sont déroulés par et pour les populations locales. Des résultats encourageants sont enregistrés. Le constat est fait par le gouverneur de Fatick en tournée économique dans ce département. Le reportage de Claire Diop. Dans le cadre de cette tournée économique, le gouverneur de Fatick, accompagné de ses services techniques, s'est rendu dans plusieurs localités ici dans le département de Gossas. D'abord la commune de Colobane, ici la fromagerie de Signy est visitée. Un groupement de femmes s'active dans la transformation et la commercialisation du fromage et du lait caillé. Ensuite, cap sur Kerkabtine, Tchaouri Boulel, dans la commune de Mbar. Dans ces localités, Enda Énergie a installé un centre d'affaires villageois. Les femmes et les jeunes bénéficiaires sont formés, encadrés et accompagnés pour mener des activités génératrices de revenus. Le lait est transformé aussi, les céréales locales, puis commercialisées. Enda Énergie s'active aussi bien dans l'agriculture, dans l'élevage que dans l'énergie. Et nous avons vu avec quelle approche innovante cette structure a tenté d'aider les populations. Et à travers même les populations, leur appréciation, nous avons senti la positivité avec laquelle ces populations apprécient le projet. Nous avons trouvé des GIE, nous avons trouvé un personnel d'encadrement, mais nous avons trouvé aussi des infrastructures.
La délégation s'est aussi rendue à Messerenarga, toujours dans la commune de Mbar. Sur place, environ 500 hectares sont exploités par Mbaye Touré, un privé natif du village. Au regard des réalisations trouvées, l'investissement fait est colossal. L'agriculture opérée est mécanisée, diversifiée, l'élevage modernisé. Toute une variété de sujets évoluent sur place. Nous cultivons plusieurs spéculations, mil, sorgho, niébé, blé et une très grande quantité d'arachide. L'élevage, nous l'avons hérité de nos parents. Moi, depuis enfant, je le pratique. J'ai quitté ici pendant un certain temps et aujourd'hui, j'ai augmenté et modernisé le travail. Le projet a permis aux jeunes du village de trouver de l'emploi. Il a fait beaucoup de réalisations dans cette localité pour maintenir les jeunes ici sur place. Il est un exemple à suivre. Moi-même, je pratique l'élevage et c'est grâce à lui. Satisfaction notée du côté de l'exécutif régional qui dit saluer l'initiative qui est un exemple à suivre. Nous avons trouvé quelqu'un qui aime non seulement l'agriculture et l'élevage, mais qui s'y active avec une très bonne vision. Parce que quand même, quand vous faites ce que vous aimez, forcément vous parvenez à faire des résultats. Et je sais que l'État du Sénégal, en faisant en sorte aujourd'hui d'aider les agriculteurs, en faisant en sorte de faire des subventions sur les semences, sur les engrais, mais aussi sur le matériel agricole et de manière globale sur les intrants agricoles, c'est pour que chaque agriculteur, bien chaque acteur puisse être autonome. Mais le fait maintenant de trouver quelqu'un qui a déjà cet objectif, qui a déjà atteint cet objectif d'autonomie et qui se place dans une perspective d'aller de l'avant dans ses projets, je crois que ça, c'est salutaire. Il a été souligné un certain nombre de difficultés par les acteurs. Difficultés dans l'écoulement de la production, difficultés dans l'accès des sites. Les pistes de production sont coûteuses et les eaux de pluie les rendent quasi impraticables. À ce niveau, un plaidoyer est fait par l'autorité. Un ambitieux projet de désenclavement du monde rural est en cours déroulé par l'État du Sénégal pour résoudre ce genre de problème. Et les éleveurs du Sénégal tirent un bilan assez satisfaisant de la campagne 2023. Toutefois, ils exhortent l'État du Sénégal à assurer une pacification de l'environnement social pour permettre aux éleveurs locaux et étrangers de faire de bonnes ventes l'année prochaine. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Thiès, compte rendu Fatimata Banelba. La Tabaski 2023 a vécu le mois de juin dernier. Des moutons ont été vendus et achetés un peu partout dans le pays, avec quelques tensions sur les prix. Une situation expliquée par l'environnement politique tendu noté il y a quelques semaines. Nous avons passé une période très difficile à cause des manifestations survenues en juin. Ça a fortement ralenti notre activité et les éleveurs ont eu peur de convoyer leur bétail, surtout ceux qui viennent de l'étranger. Imaginez un éleveur qui prend des risques en amenant des milliers de moutons et qui n'est pas en sécurité. Des manifestants qui cassent des magasins, qui pillent des banques, c'est tout sauf des manifestants. Les éleveurs n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour la sage décision qu'il a prise en renonçant à un troisième mandat. Ils ont également apprécié l'accompagnement de l'État du Sénégal qui a assuré la sécurité des lieux de vente ainsi que la subvention de l'aliment de bétail. Macky Sall it wax dëgg yàlla danañu ko féliciter parce que gis nañu ne ci toogaayam. Sous le magistère du président Macky Sall, les éleveurs du Sénégal ont eu beaucoup d'acquis. Entre autres, je peux citer le fonds de stabilité à 5 milliards. En 2018, il a donné 1 milliard aux éleveurs qui avaient perdu leur cheptel lors des pluies hors saison. Il a aussi beaucoup investi dans la structuration et la réhabilitation du ranch de Doli. Il a aussi réformé le code pastoral en plus de l'instauration d'une journée nationale dédiée à l'élevage. Nous ne pouvons que le féliciter pour tous ces acquis. Journée nationale de l'élevage chaque le 26 novembre. Loolu de yépp dañu koy rappel nak ay acquis yu baax la.
Tabaski 2023 a vécu et 2024 étant une année électorale, le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal appelle les autorités compétentes à prendre les devants dès à présent pour assurer la sécurité des éleveurs étrangers qui viennent souvent convoyer leur cheptel au Sénégal. Zoom à présent sur le centre de premier accueil, une structure de la direction de la protection judiciaire et sociale, une direction qui dépend du ministère de la Justice. L'établissement assure protection et assistance à des mineurs en situation de vulnérabilité. Mariam Biramba nous mène à la découverte de ce centre. Par ici, des sacs en perles de cristal qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Par là, boîte à bijoux, boîte à mouchoirs. Mais le plus frappant, ce sont ces tableaux en perles qui sortent du modèle classique de la peinture. Des objets fabriqués par ces pensionnaires du centre de premier accueil de Dakar. Des enfants en situation de vulnérabilité. Il y a les enfants qui sont victimes de maltraitance, des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Et quand on parle d'abus sexuels, il y a les attouchements sexuels, il y a les viols, il y a aussi les maltraitances physiques, psychologiques. Donc, c'est des enfants qui viennent avec des traumatismes. Déjà, au niveau du centre de premier accueil de Dakar, on reçoit beaucoup d'enfants qui nous viennent de l'intérieur du pays, qu'il s'agisse de Kaolack, de la région de Diourbel, etc. Mais on reçoit aussi d'autres enfants qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Victimes de traumatisme, l'identité de ces enfants ne peut être dévoilée du point de vue de la loi. Situé à 2 pas du camp Leclerc de Liberté 6, ce centre a été créé en juillet 2014. Ici, l'accueil reste le premier maillon de la prise en charge. Quand on nous amène un enfant, la première des choses, c'est d'établir une relation de confiance avec l'enfant. C'est-à-dire mettre l'enfant en confiance pour que nous puissions maintenant entrer dans le fond du problème, pour qu'il puisse donner les informations nécessaires. Après l'accueil, il y a l'hébergement, parce qu'on parle d'hébergement d'urgence. Donc, après l'hébergement, dès que l'enfant est accueilli, il y a déjà l'ouverture du dossier. Et après, il s'ensuit l'hébergement. Ensuite, il y a la phase observation. Ça se fait au niveau des activités. Maintenant, à la suite de l'observation, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. Parce que là, il faut évaluer la situation de l'enfant, qui nous permet vraiment de voir quelle orientation donner au dossier de ce mineur. Le placement de l'enfant au CPA nécessite une décision judiciaire. Dès qu'il est accueilli, nous avons 72 heures pour informer le tribunal pour enfants de la présence avec un rapport circonstancié pour informer, détailler un tout petit peu le processus de l'arrivée de l'enfant dans le centre. Maintenant, après ça, le juge nous envoie une ordonnance de modification de garde. C'est-à-dire là, c'est pour nous sécuriser, pour dire maintenant que l'enfant est entre les mains du centre de premier accueil. Au bout de quelques jours de pensionnat, ces enfants retrouvent la sociabilité. Au menu des activités socio-éducatives de ce matin, coloriage et perlage. Ce tableau a été réalisé par une des pensionnaires en moins de 30 minutes. C'est une jeune fille qui est venue ici, il n'y a même pas 2 semaines. Bon, lorsqu'elle est venue, elle dessinait. Un jour, elle m'a demandé de lui donner un tableau. Je lui ai donné ce tableau-là. Après, elle m'a demandé de la peinture. Mais j'ai vu qu'en 30 minutes, elle a fait ce tableau-là. Les enfants accueillis dans ce centre sont âgés de 6 à 18 ans. Souvent, on a même des enfants qui ont moins de 6 ans, mais on est obligé de faire souvent une dérogation à la règle. Compte tenu de la situation de l'enfant, là, on est obligé de les prendre en charge. Les enfants viennent avec des traumatismes. D'autres, comme les enfants talibés qui viennent souvent, viennent avec des problèmes cutanés. Et là, il y a un accompagnement, donc une prise en charge médicale qui est faite. On a certes une ligne budgétaire donc, sur les médicaments et les produits pharmaceutiques. Mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une infirmerie. Notre direction nous a donné le matériel et tout. Maintenant, il reste à installer l'infirmerie et à trouver un infirmier. Mais en attendant, on a des partenaires comme le camp Leclerc, où il y a une infirmerie qui nous prennent tout le temps en charge les enfants gratuitement. On est aussi en partenariat avec le centre de santé Mamadou Diop qui se trouve à la Liberté 6, qui nous prennent aussi en charge des enfants. On a un autre partenaire qui est une structure privée, c'est une clinique qui nous prend en charge donc tout ce qui est prise en charge médicale du point de vue gynécologique. Ici, la durée maximale du séjour est de 3 mois, renouvelable une seule fois. Là, au-delà des 3 mois, si nous voyons que les conditions ne sont pas bien établies pour qu'on retourne en famille, nous demandons une prolongation de son séjour au niveau du centre. Il va faire encore 6 mois. Pendant ce temps-là,
nous mènerons une médiation. Nous chercherons aussi à voir les conditions de retour, si les conditions sont bien réunies pour que l'enfant puisse retourner à domicile. Au cas où les conditions ne sont pas réunies, il y a d'autres alternatives aussi. Ça peut être un placement dans un autre centre. En dépit des efforts consentis par l'État, le centre reste toujours au concours de bonne volonté pour subvenir aux besoins des pensionnaires. J'appelle toutes les bonnes volontés vraiment à venir appuyer le CPA parce qu'on en a besoin. L'autre message que je lance, c'est à l'endroit des parents, qu'ils soient beaucoup plus vigilants vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils jouent pleinement leur responsabilité de parents. Parce que les enfants souffrent, leurs droits ne sont pas respectés. Et il nous appartient à nous et à toute la société de respecter les droits des enfants et de les protéger. Outre ce centre de Dakar, le Sénégal compte 2 autres centres de premier accueil, à Saint-Louis et à Ziguinchor. Aujourd'hui, l'objectif principal de l'État est de créer des CPA dans toutes les régions du Sénégal. Le festival des origines Diola et Sérère s'ouvre ce lundi à Ziguinchor, un événement pour revisiter la culture de ces deux communautés liées par l'histoire. Invité du Trésor, Diamé Diouf, président de l'association culturelle Agen et Diambogne, revient sur les activités qui seront menées et sur les objectifs de ce festival. Nous voulons organiser ce festival à Ziguinchor d'abord pour maintenir les relations de parenté entre les Sérères et les Diola, ensuite promouvoir la diversité culturelle, ensuite participer donc à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Vous savez très bien que la culture, elle fédère, et à travers ce concept fédérateur, nous voulons en profiter pour faire la promotion de la paix, faire la promotion de la diversité culturelle, mais également faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire. En même temps, faire la promotion du consommé local parce que dans les activités, il y a ce qu'on appelle la foire aux produits locaux qui nous permettra vraiment de faire découvrir les mets Diola et les mets Sérères. Cette relation-là date des deux sœurs, Agen et Diambogne, que vous connaissez. En tout cas, l'histoire l'a bien raconté, Sérère et Diola. Au départ, c'était des sœurs, donc des parents. Mais vous savez, les relations qui évoluent et l'usage du cousinage à plaisanterie qui a pris un peu le dessus sur cette parenté-là, c'est normal, c'est parce que le cousinage à plaisanterie nous permet de régler beaucoup de différends, et ça existe au Sénégal et au Burkina. L'un dans l'autre, nous voulons donc véritablement profiter de ces moments de culture, de ces moments de communion pour véritablement montrer ce que nous avons comme patrimoine, montrer ce que nous avons aussi comme expertise dans le domaine, parce que la culture, elle est avant tout l'essence. Et cette essence-là, nous voulons donc véritablement la valoriser. Il y a différentes activités au programme. La première activité qui s'ouvre le 24, c'est la foire. La foire aux produits locaux, où nous voulons faire la promotion du consommé local. Vous le savez, les mets Sérères, Diola, vont être montrés là-bas. Et nous voulons aussi coller un peu à la réalité parce que vous savez que l'État du Sénégal aussi a un programme ambitieux dans le sens de l'autosuffisance en riz et de la promotion du consommé local. C'est pourquoi aussi nous voulons nous insérer dans cette dynamique porteuse en tout cas d'espoir. La deuxième activité, c'est le colloque scientifique. Qui commence donc le 25 et se termine le 26, qui a pour thème paix, cohésion sociale et développement durable par la culture. Donc la base, c'est la culture. Et nous voulons revisiter les leviers qui nous permettent véritablement de consolider la paix. La troisième activité, c'est bien entendu l'ouverture officielle qui sera présidée par le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture, du patrimoine historique. Nous avons également au programme un don de sang qui nous permet de participer de manière citoyenne aux besoins de ce pays-là, parce que vous savez que souvent, les hommes de santé ont besoin de sang pour sauver des vies. Et nous voulons nous insérer également dans ce sens-là. Il y aura maintenant la grande nuit culturelle qui va clôturer tout ça, plus un spectacle son et lumière. Véritablement, c'est un agenda très riche que nous voulons dérouler.
C'était Diamé Diouf, le président de l'association culturelle Agen et Diambogne sur le festival des origines Diola et Sérère qui s'ouvre ce lundi à Ziguinchor. En sport, football mondial féminin, première journée du groupe C. Le Japon a battu la Zambie sur le score sans appel de 5-0. Un match qui s'est joué en Nouvelle-Zélande. Pour rappel, 2 pays co-organisent pour la première fois la compétition. Il s'agit de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.